Merci Yannick. Bonjour à tous. Donc oui, je m'appelle Raphaël Guattéo, je suis enseignant-chercheur à Oniris. Quand on m'a demandé d'aborder ce sujet-là, pour le début, ça allait très bien. Apport des nouvelles technologies, gestion santé-bien-être, j'étais à l'aise. Dans un contexte de transition agroécologique, je l'étais un peu moins. Parce que moi, pour être honnête avec vous, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Parce qu'une transition, ça implique un point d'ordonnée à l'origine et puis un point d'atteinte. Donc du coup, la transition ou l'ampleur de la transition, ça dépend d'où on part et jusqu'où on peut aller. Et comme le disait Yannick en introduction, on peut se dire que finalement, pour des questions de sobriété énergétique, de volonté d'équiper les animaux, ça peut paraître antinomique. Donc du coup, c'est peut-être des questions philosophiques, mais qui me pensent de façon éthique importante à avoir avant d'aborder ce sujet-là. Et juste pour vous expliquer comment j'ai construit ma présentation, c'est de me dire quels sont les enjeux demain auxquels on va être exposé, finalement transition agroécologique ou pas, plus de pâturage, d'un côté des troupeaux peut-être de petite taille, d'autres de très grande taille, les deux vont continuer probablement à coexister. Et on pourra aussi avoir en tout cas certains concepts de l'agroécologie aussi dans des troupeaux de taille plus importante. On aura besoin d'animaux adaptés à certains systèmes. On va donc parler de phénotypage à haut débit, d'approche préventive plutôt que curative. Donc on va parler de détection précoce des maladies. Et puis aussi de données valorisables à une échelle peut-être au-delà d'un élevage, peut-être d'une région, voire d'un pays, pour la surveillance d'émergence. Je vous donnerai un exemple. Donc du coup, je ne suis pas sûr que ma présentation couvre uniquement la transition agroécologique, mais concerne un peu tous les élevages. Alors du coup, moi, je suis vétérinaire de formation, donc ce qu'on m'a appris, c'est plutôt à soigner des animaux, donc là, en l'occurrence, des vaches. Donc comment est-ce que ça se passe, nous on est appelé pour une vache qui est malade, par exemple, parce qu'elle est couchée. Et en fait, notre travail, ça va être de confronter ce qui est perçu par notre examen clinique, en sachant que jusqu'à il y a peu de temps, on avait globalement un thermomètre, un gant de fouille et puis un stéthoscope. Globalement, c'est à peu près tout ce qu'on avait. Il nous manquait plus que la boule de cristal. Et on était obligé de comparer ce qu'on percevait avec ce qui était su dans les livres. Et parfois, pour certaines espèces, on manque un peu de données. Tout ça, ça doit normalement nous aboutir à un diagnostic, savoir de quoi la vache, le cochon, peu importe, l'élevage de volaille est malade. On arrive de temps en temps, malheureusement, pas à un diagnostic de certitude. On a un certain degré d'incertitude. Et là, il y a plusieurs approches. Soit une approche probabiliste, on se dit, vu l'âge, l'élevage, la saison, etc., je fais l'hypothèse que, ou alors on a la possibilité de lever un certain degré d'incertitude à l'aide d'examens complémentaires. Ces examens complémentaires, ils sont particulièrement intéressants lors de maladies infectieuses. Je ne vais pas rentrer dans des concepts d'épidémiologie, mais on a beaucoup plus confiance dans un résultat positif quand on sait que la fréquence de la maladie dans une zone est élevée que quand ce n'est pas élevé. D'accord ? Et ça, ça nécessite généralement de prélever plusieurs animaux. Donc si le numérique permet finalement de se prémunir de faire trop d'analyses, ça peut être gagnant pour tout le monde. Et puis l'expérience, bien évidemment, agit là-dedans. Donc de la même manière que l'intelligence artificielle, les systèmes, ils sont auto-apprenants, j'allais dire l'intelligence humaine, elle l'est un peu aussi du fait de l'expérience. Et tout ça, ça doit aboutir au statut vrai. Alors pourquoi je vous dis ça ? Parce que de mon point de vue, en tout cas de mon point de vue de vétérinaire, puis après j'élargirai, l'ensemble des outils numériques qu'on a aujourd'hui, ils peuvent nous permettre à la fois, c'est ce que je vais essayer de vous montrer, d'améliorer la qualité de ce qui est perçu, parce que ça nous donne accès à des données auxquelles on n'avait pas accès avant. Ça peut nous permettre d'améliorer également ce qu'on devrait savoir. Ça doit nous obliger à réviser les normes. Et ça, je pense que c'est quelque chose que les éleveurs, par exemple, peut-être en agriculture biologique, ils ont perçu avant les autres, mais c'est quelque chose qui paraît assez naturel quand on le dit comme ça, c'est que chaque animal devrait être sa propre moyenne, en fait. On ne devrait pas dire ce qui est une hyperthermie, c'est au-dessus de 40. Non, c'est est-ce que l'animal sort de sa moyenne habituelle ? Là, on était tous en train de manger avant. Si je vous mets une même assiette devant vous, il y en a qui vont la manger vite, d'autres moins vite. Ce qui importe de savoir, c'est est-ce que par rapport à d'habitude, vous la mangez plus ou moins vite. Donc, considérer l'animal comme sa propre moyenne, ça, c'est intéressant. Et puis, parfois, ça peut effectivement nous dispenser de faire des examens qui peuvent être en plus vulnérants pour l'animal. Alors là, je vous ai mis sur ce schéma-là un dessin qu'on avait fait avec des collègues d'une association dédiée à la santé animale. Vous pouvez télécharger un livre blanc d'ailleurs sur le site de cette association qui s'appelle VetInTech si ça vous intéresse. Et donc là, du coup, je vous ai mis différents outils. Globalement, aujourd'hui, sur la vache, il n'y a pas grande partie de la vache qu'on ne peut pas équiper à l'extérieur ou à l'intérieur pour détecter différentes choses. Ça peut être des modifications de température au niveau du vagin pour prédire les mises bas. Ça peut être des dispositifs de localisation. Ça peut être des colliers qui enregistrent activité et rumination pour détecter les chaleurs et les troubles de santé. Ça peut être des dispositifs à l'extérieur d'un animal, des systèmes qui vont reconstituer par caméra 3D sa note d'état corporel. Je pense que Yannick pourrait vous donner pas mal de détails là-dessus. Des systèmes également de caméras pour détecter des comportements. Donc on peut équiper l'animal ou son environnement. Et
quand on demande aux éleveurs, est-ce qu'ils seraient prêts finalement à partager les données, parce que ça aussi c'est un des enjeux, hein, toutes ces données-là, il faut bien qu'elles servent à quelque chose. Donc ça c'est issu d'une enquête qu'on avait faite avec les collègues justement de l'association VetIntech dont je vous parlais, avec un institut de sondage BVA. On avait demandé à différents éleveurs, hein, que ce soit des éleveurs de bovins laitiers, de bovins viande, est-ce qu'ils accepteraient ou est-ce que volontiers ils voudraient bien partager leurs données, là en l'occurrence avec leurs vétérinaires, mais finalement avec l'ensemble des intervenants. Globalement, la réponse, elle était oui. Hein. Je pense qu'ils ne veulent pas juste payer le service qui en est retiré 2 fois. Et la plupart du temps, c'était pour un meilleur suivi, m'aider à prendre des décisions dans la gestion au quotidien, et puis surtout plus de prévention. Et ça, je pense que du coup, ça s'applique aussi bien aux élevages en transition agroécologique que ceux qui y seraient moins. Alors du coup, je vous disais, ça peut améliorer la façon dont on perçoit l'animal, parce que moi, en tant que vétérinaire en tout cas, et je pense que c'est pareil pour l'éleveur, ça nous donne accès à des mesures des grandeurs auxquelles on n'avait pas accès avant. Par exemple, l'activité et la rumination. Moi, ce que je sais, c'est prendre mon stéthoscope et savoir quelle est la fréquence du rumen. Par contre, s'il faut regarder combien de temps une vache, ça va ruminer en moyenne 500 à 550 minutes par jour, je ne vais pas la regarder comme ça pendant 24 heures. Ça vous coûterait trop cher, c'est pas possible. Et puis, ça m'intéresserait peut-être pas. Donc, du coup, là, finalement, quand vous regardez ici, c'est un outil qui s'appelle le Sense Hub. Donc, c'est un outil qui est commercialisé par Allflex, qui peut se mettre à l'oreille ou au collier. Et donc, vous avez soit une sortie ordinateur, soit une sortie smartphone. Et ça vous donne, au cours du temps, vous pouvez retrouver les données sur plusieurs semaines auparavant, quelle était l'activité de l'animal, quelle était son ingestion, quelle était sa rumination. Donc, moi, ça me donne accès à des données auxquelles je n'avais pas accès avant. Donc, ça raffine mon diagnostic. Je vais pouvoir savoir depuis combien de temps est-ce que les troubles sont apparus. Et donc, du coup, ce qu'on appelle les fameuses affections subcliniques qu'on n'arrive pas à voir, quelque part, elles peuvent devenir visibles, donc ça me permet sans doute de détecter les maladies plus précocement. Ensuite, ça me donne accès à des grandeurs qui, si je voulais les avoir, seraient très vulnérantes pour l'animal. Par exemple, une maladie qui est assez fréquente en élevage de vaches laitières, c'est des problèmes d'acidose du rumen, de baisse brutale de pH. Si je veux savoir, je sais comment faire, il faut que je prenne une aiguille de 8 cm et que je traverse l'abdomen. D'accord ? Je fais une anesthésie, etc. Mais vous voyez que pour l'animal, c'est quand même vulnérant. On a des dispositifs qu'on peut laisser en place dans le rumen et qui vont mesurer, ici, me donner des courbes de pH. Alors aujourd'hui, c'est plutôt utilisé dans des dispositifs expérimentaux, mais on pourrait très bien imaginer une démocratisation de cela. Et puis, je vous disais, ça permet de revoir les normes. Alors là, je pense que si on nous prenait nos températures à tous, on va peut-être avoir une petite augmentation. Mais ici, juste pour vous montrer, selon l'outil qu'on prend, ici, ce que vous avez, c'est 24 heures dans la journée. Ici, la température mesurée en bleu par un dispositif qui est dans le rumen de la vache, en vert, un dispositif qui est dans le canal auriculaire, et puis en rouge, un dispositif qui est la température rectale, qui est, on va dire, un peu ce que nous, on apprend dans les livres et à l'école. D'accord ? Ce que vous pouvez voir déjà, c'est que selon l'outil que vous utilisez, ce n'est pas la même valeur que vous aurez dans la même journée. C'est bien sur les mêmes vaches que c'est mesuré. Donc ça veut dire qu'en fonction d'où vous mesurez, ce n'est pas la même chose. Et on se rend compte que la différence entre les deux n'est pas toujours la même. C'est comme quand nous, on nous dit de prendre la température sous le bras. Bon, déjà, personne ne met le facteur correctif. On dit que c'est 0,5, mais pour certaines personnes, ça pourrait être différent. Ça dépend si c'est le matin ou le soir. Bref, c'est très compliqué. Tout ça pour dire que l'intérêt de ces outils-là, c'est que ça permet vraiment de générer des alertes à partir de différences qui ne sont non pas à partir d'un seuil qui est dans les livres, mais à partir d'un seuil que l'animal produit lui-même. Et ça, je pense que c'est vraiment une avancée extrêmement forte. Et puis la dernière chose, c'est au-delà de la santé et du bien-être, ces outils-là, ils détectent l'activité du bovin, sa localisation. Donc ça peut permettre aussi d'estimer à tout instant ou en continu ce qu'on appelle le budget temps, c'est-à-dire la part de temps que l'animal dédie chaque jour à se déplacer, à se reposer, à ruminer. Donc j'allais dire, c'est pas idéal, enfin c'est pas la méthode ultime ou idéale pour évaluer le bien-être des animaux, mais j'allais dire qu'aujourd'hui en continu, c'est quand même quelque chose qui est très riche. Les consommateurs, notamment, ils sont en demande de transparence sur les conditions d'élevage des animaux. C'est typiquement, à mon avis, le genre de données qui peuvent rassurer les consommateurs sur le degré de bien-être de nos animaux dans les élevages. Et du coup, le bien-être animal, c'est vraiment une définition qui est très complexe, c'est vraiment une approche holistique, ça correspond aussi à la perception que l'animal a de son environnement, mais historiquement, on avait le fameux principe des 5 libertés qui permettaient d'assurer la bientraitance, et en fait, là je vais juste vous présenter très rapidement en quoi pour moi le numérique, il peut permettre d'évaluer et donc du coup d'améliorer in fine le bien-être des animaux. Un des premiers définitions, en tout cas une des premières libertés, c'est l'absence de faim, de soif et de malnutrition. Donc on en a parlé. Il y a des dispositifs qui peuvent permettre d'être dans le rumen pour mesurer le pH, de voir l'efficacité alimentaire, des caméras qui permettent de reconstituer en 3 dimensions. On a des abreuvoirs connectés. Bref, on a plein de choses pour savoir si à un instant T, les animaux, on leur apporte à peu près, et CF la présentation d'avant, ce dont ils ont besoin et on peut travailler bien évidemment sur de l'efficience.
Ensuite, l'absence d'inconfort. Là, je vous présente des résultats qu'on avait fait dans notre UMR avec une postdoc, Lucille Ruyaboff, qui maintenant est à Dublin, sur un dispositif connecté qui était en GPS. D'accord ? Alors, on ne va pas rentrer dans les détails de l'analyse statistique. C'était juste pour vous dire que sur des dispositifs qui sont plutôt adaptés à des vaches qui pâturent et qui pâturent beaucoup, avec des dispositifs assez peu coûteux, de type Bluetooth ou GPS, on peut arriver à détecter des comportements. Alors, il y a un gap technique à passer, c'est que si on veut des informations très fines, on a besoin de récolter les informations à une très grande fréquence et la durée des batteries est insuffisante. Mais c'est des choses, a priori, quand on discute avec des ingénieurs qui doivent pouvoir se régler. Et en fait, on a la possibilité avec ces capteurs-là de différencier des vaches boiteuses et non boiteuses, en sachant qu'aujourd'hui, en vache laitière, les boiteries, c'est probablement le problème numéro 1. Donc on a la possibilité aussi d'avoir des dispositifs qui vont nous renseigner sur de l'inconfort. Sur la douleur, blessure et maladie, bien évidemment, ce que je vous ai mis en bas de la diapositive ici, c'est une grille qui est utilisée chez l'adulte non communicant ou chez l'enfant qui ne peut pas exprimer sa douleur. C'est ce qu'on appelle une grille de grimace. Et en fait, d'ailleurs, ces grilles de grimace, elles ont été historiquement plutôt développées chez les animaux, et notamment chez les petits ruminants, dans certains pays où il y a des pratiques assez douloureuses. Et donc aujourd'hui, on a des dispositifs, alors qui ne sont pas encore au stade de la commercialisation, mais qui ne sont pas loin. Je pense que Céline en parlera peut-être plutôt sur de la vocalisation que sur de l'analyse d'image. Mais en tout cas, on a des dispositifs qui nous permettent aujourd'hui de détecter précocement ou en temps réel des modifications soit de faciès, soit de vocalisation, soit de différents comportements, à même de nous laisser supposer que les animaux sont dans un état de souffrance et de douleur. De la même manière, voilà, vous avez, là je vous remontre exactement les mêmes sorties d'écran que vous avez. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la vache tout à l'heure, mais là vous voyez que ce soit en activité ou en rumination, il y a vraiment des hauts et des bas, il y a vraiment quelque chose, ça vous génère ici des petites alertes. Vous voyez, bon là c'était une mise bas et ensuite la vache était couchée. Ça a donné lieu d'ailleurs à une visite et à un traitement. Donc autant d'informations qui peuvent nous donner des informations supplémentaires. Et puis, détection précoce. Ici, ce que vous avez, c'est le délai entre la détection par un collier, activité rumination, ou l'éleveur pour la détection de mammites. Donc, quand on est ici à 0, c'est que c'est détecté le même jour. Plus 1, c'est que l'outil a détecté un jour plus tard que l'éleveur. Moins 1, moins 2, moins 3, c'est un jour avant, 2 jours avant ou 3 jours avant l'éleveur. Et vous voyez que dans cette étude expérimentale qu'on avait menée dans une ferme autrinotière, sur la quarantaine de mammites détectées sur la période d'étude, plus des 2 tiers avaient détecté au moins un jour avant l'éleveur. Donc, l'intérêt de ces outils-là, c'est de la détection précoce. Par contre, l'outil ne disait pas c'est une mamite, il disait juste cette vache, elle mérite une attention. Et peut-être c'est ce qui sera abordé dans la dernière partie. C'est vrai que ça demande aussi un apprentissage de l'outil. C'est comme quand on a un nouveau smartphone, on met toutes les notifications, ça n'arrête pas de sonner, donc au bout d'un temps, on ne regarde plus rien. Là, l'idée, c'est bien dans des troupeaux notamment qui seraient un peu de taille augmentée, où on n'a pas un temps éternel à passer auprès des animaux, d'identifier vraiment la liste des animaux qui, au jour le jour, nécessitent une attention particulière en faisant l'hypothèse que les autres sont dans leur moyenne normale et, j'allais dire, vivent leur vie normalement. Et puis, analyse d'image pour des situations de peur, de détresse, finalement, ça colle un peu, j'allais dire, avec ce qu'on voyait avant sur la douleur. Là, ce sont des images, notamment en porc, des chercheurs chinois, je crois, qui avaient fait des essais de caméra pour voir si les positions des porcs, les uns vis-à-vis des autres, étaient plutôt en faveur de situations, j'allais dire, d'exploration, de jeu, d'interaction plutôt positives, ou au contraire d'agression. Ça peut permettre d'identifier des situations avant qu'elles ne dégénèrent, et puis se dire, là, les pratiques ou le bâtiment, il faut changer quelque chose, parce que trop souvent, ça va mal. Après, éthiquement, ça pose des questions, parce que là, je vous l'ai juste mis à titre d'information. Ça, c'est des dispositifs qui sont disponibles pour les animaux de compagnie, qui permettent à distance de déclencher des petits lasers pour que le chat joue tout seul, ou de distribuer des croquettes. Bon, voilà, on peut aller, je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu des enfants il y a quelques années avec des Tamagotchi. Ça vous parle ? Non ? Bon, pour moi, les animaux, ce n'est pas des Tamagotchi, donc il y a quand même une certaine limite. Si on a des animaux, ce n'est pas pour les amuser à distance avec des lasers. Et puis du coup, le suivi du budgetant, ça j'y reviens, ça vous permet avec certains systèmes de caméras d'identifier des zones chaudes ou froides dans les bâtiments et le budgetant. Et puis pour moi, la révolution, elle est un peu en marche, je vous le disais, c'est des systèmes de caméras. Alors là, je vous en ai juste pris un, mais il y en a plusieurs. Et si ça vous intéresse d'ailleurs, il doit être au hall 1 chez les bovins. C'est une société nantaise qui s'appelle AI Herd. Donc c'est une caméra qui en permanence suit les animaux, donc les identifie avec une performance de plus de 90%. Chaque animal, en fait, va générer éventuellement des alertes si vous avez des troubles de chaleur, de différents troubles. Et puis, vous avez la possibilité d'avoir en temps réel le budgetant de votre animal, les zones du bâtiment qui sont suroccupées, qui sont sous-occupées. Donc, ça vous permet déjà d'évaluer un peu le confort du bâtiment et puis d'avoir vraiment des informations en temps réel qui permettent aussi à l'éleveur d'avoir cette liste rapidement et quelque part de gagner du temps pour vraiment passer le temps nécessaire avec les animaux qu'il méritent. Et puis la dernière chose que je voulais aborder, et j'aurai fini, c'est l'exemple de valorisation collective. Ça, c'est à l'échelle de l'élevage, donc il y a plein d'utilisations potentielles. On peut imaginer collecter toutes ces données-là, soit pour ce qu'on appelle du phénotypage à haut débit,
collecter de façon régulière et vraiment continue tout un tas de données pour lesquelles on pourra sélectionner les animaux au niveau génétique, mais on pourra imaginer aussi une valorisation collective. Donc là, c'est juste pour vous montrer un exemple de quelque chose que la France a connu en 2007-2008, il y a presque 15 ans. C'est une épidémie due à un virus, la bluetongue, donc BTV, bluetongue virus. C'est un virus qui est responsable d'une maladie qui s'appelle la fièvre catarrhale ovine, à la limite, peu importe. C'est une maladie qui est transmise par des moustiques. Et il se trouve que cette maladie-là, à ce moment-là, on savait par où elle allait nous arriver. Elle avait touché la Hollande, elle arrivait par la Belgique, donc on savait qu'elle allait nous arriver inévitablement et on savait à quoi ressemblait. On s'est rendu compte que, entre autres choses, ça raccourcissait les durées de gestation. Et on s'est dit, finalement, si on avait eu accès en continu, avec un algorithme quelque part national, à toutes les durées de gestation, en vache laitière, c'est pas compliqué, on a les dates d'insémination fécondante, on a les dates de vélage, est-ce qu'on aurait pu, si on n'avait pas su que quelque chose arrivait, est-ce qu'on aurait su se dire il est en train de se passer quelque chose d'anormal. C'est ce qu'on appelle de la surveillance syndromique. On n'aurait pas su que c'était cette maladie-là, mais on aurait dit il se passe quelque chose. Donc là, sur la carte, ce que vous allez voir, 5 points rouges, c'était une déclaration d'élevage atteint cliniquement par des vétérinaires qui avaient été formés en disant voilà les photos qui nous arrivent de Belgique et de Hollande, c'est à ça que ça va ressembler. Donc du coup, on était préparés. Donc là, on est 3 semaines après le premier cas clinique, 4, 5, 6, donc vous voyez, ça s'étend, 7, 8 semaines après, on détecte une anomalie dans ce département-là, sur la base de l'analyse des durées de gestation raccourcies. D'accord ? Donc ça veut dire que si on a bien une mutualisation des données et une valorisation, et si demain on a des troupeaux qui sont beaucoup plus au pâturage, avec un réchauffement climatique, une augmentation des vecteurs, notamment des moustiques, des maladies vectorisées, pouvoir être ce qu'on appelle en anticipation, les Anglais ils appellent ça en preparedness, d'être vraiment en anticipation et de préparer l'émergence de nouvelles maladies, l'utilisation de ces données elle est vraiment extrêmement importante, mais ça nécessite qu'elle puisse être mise au service du plus grand nombre. Donc le clé c'est vraiment l'open data. Et puis, ça sera ma dernière diapositive. Je pense qu'il ne faut pas oublier les enjeux éthiques qui sont associés à ça. Quand on parle d'équipement des animaux, et ça croise avec ce que Yannick disait en introduction, jusqu'où on va. Aujourd'hui, il n'y a pas de cadre réglementaire sur ces outils. Il n'y a rien qui nécessite d'atteindre un niveau de performance ou d'innocuité. C'est-à-dire, demain, vous voulez développer un outil, il n'y a pas de cadre réglementaire comme ça sera le cas chez l'homme. D'accord ? Si demain, vous voulez vendre un dispositif de suivi de glycémie chez l'homme, il y a un cadre très précis. Si vous voulez vendre un collier qui est censé mesurer, je ne sais pas moi, la joie de la vache, rien ne vous empêche de le vendre, personne ne vous demandera rien. D'accord ? Quelle limite dans l'équipement ? Qui décide ? Est-ce qu'on peut seul décider en tant qu'éleveur de mettre 6 outils sur ces animaux ou est-ce qu'il faut être conseillé par des experts en bien-être ou en santé ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de distendre la relation homme-animal aussi dans certaines situations ? Comment la donnée elle est utilisée ? Est-ce qu'elle est utilisée pour identifier des individus adaptés à chaque système ou au contraire pour les normaliser ? Ça dépend si on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide. Et puis le partage et l'objectif d'utilisation des données, ça me semble vraiment une clé extrêmement importante. Et puis dernier point et non des moindres, c'est les notions de sobriété énergétique de tous ces outils-là. C'est des piles qui consomment des métaux rares quand c'est des outils connectés sur l'animal. Quand c'est des systèmes de caméras, c'est aussi des serveurs d'analyse de données qui sont très énergivores. Donc l'idée, c'est peut-être aussi de se dire que tous ces élevages en transition ne vont peut-être pas bénéficier, enfin plutôt utiliser ou acheter ces outils, mais peut-être bénéficier des travaux qui auraient été menés avant pour savoir dans le panel des outils disponibles, s'il ne fallait en choisir qu'un, lequel serait le plus efficace pour le suivi du bien-être et de la santé des animaux, voir est-ce que ces outils finalement ne mesurent pas quelque chose qu'avec un peu plus d'attention je pourrais voir. Mais je pense que ça peut nous permettre vraiment d'identifier, j'allais dire, l'éventail, le minimum de ce qu'il faudra regarder pour assurer la santé et le bien-être de nos animaux. Donc je vous remercie pour votre attention et puis je serai ravi de répondre à vos questions.